Tout le monde le croyait un idiot inutile, mais il s'avère être le héros le plus puissant feignant la normalité, et il se constitue immédiatement un harem. Alan était autrefois le héros le plus puissant, mais il en avait assez de sauver des humains ingrats au détriment de sa vie personnelle. Alors, sur le point de mourir, il formula un vœu à la déesse qui pleurait à ses côtés, vivre une vie normale dans sa prochaine existence. Son souhait fut exaucé et il devint le fils cadet et maladroit d'un duc. Un beau jour, il se réveilla dans sa chambre quand son jeune frère vint frapper à sa porte, lui annonçant que leur père souhaitait les voir. Son père se mit immédiatement à l'insulter, lui reprochant d'être toujours un incapable de niveau 1 après tant d'années, ses statistiques n'ayant absolument pas progressé. De plus, il n'avait reçu aucun don divin comme les autres enfants nobles. Il le chassa ensuite du château, le qualifiant d'échec et de tâche sur l'honneur familial. Alan sortit du château, totalement imperturbable, car il attendait ce moment pour. Il peut passer cette vie à s'amuser sans se soucier des autres, mais il réalise qu'il conserve ses pouvoirs de sa vie précédente. Juste avant qu'il ne puisse partir explorer, il entend des cris perçants au loin. Il s'avère que 2 jeunes filles sont attaquées par des monstres. La chevalier garçon manqué Betty tente de frapper et de blesser les monstres canins, mais même lorsqu'elle les réduit en morceaux, ils se reconstituent immédiatement. Elle dit à la princesse Lisa de fuir pendant qu'elle retient les monstres, mais la princesse refuse de la laisser seule, et reste donc derrière elle tandis que Betty fait de son mieux pour tenir les monstres à distance. Alan observe cela de loin grâce à ses yeux magiques, et se souvient que, enfant, des hommes lors d'une fête se moquaient de lui parce qu'il était inutile, mais Lisa était intervenue pour dire que lui au moins, il essayait. Cela lui donne envie de l'aider dans cette situation, juste au moment où la guerrière inexpérimentée s'effondre. Un des chiens la lacère, la laissant inconsciente au sol. Les monstres s'apprêtent à achever leur forfait, mais Alan, rassemblant toute son énergie magique, court plus vite que l'éclair pour se placer devant la princesse au dernier moment, saisissant le chien à la gorge. Lisa est stupéfaite tandis qu'Alan attaque les 3 monstres avant de sauter en l'air et de les examiner. Il découvre qu'ils possèdent tous un noyau interne, alors il utilise son pouvoir spécial qui crée une multitude d'épées éthérées autour de lui, et les lance sur les monstres canins, les réduisant en poussière. Betty s'excuse auprès de Lisa pour son incompétence et croit que c'est la fin pour elle. Cependant, Alan s'approche, et utilise sa magie de guérison pour la soigner complètement, et même réparer son armure. Cela choque vraiment les filles car tout le monde savait qu'Alan était un incapable, un bon à rien dépourvu de pouvoir. Alan ne peut leur dire que ce sont des pouvoirs de sa vie antérieure, mais les filles en concluent que cela doit être un nouveau type de bénédiction divine que l'Église ignore. À propos, il demande ensuite à Lisa ce qu'elle fait diablement à la campagne, et elle explique que tandis qu'elle priait la déesse, elle a reçu une prophétie selon laquelle elle doit se rendre dans un village lointain pour aider le héros. Il n'y avait pas d'autres détails, et elle a quitté la capitale aux côtés de Betty, l'une des plus fortes guerrières et son garde du corps. Lisa demande ensuite à Alan ce qu'il fait là, et il répond qu'il devrait en parler tout en reprenant leur route. Il se lève et répare la carriole à l'aide de sa magie de guérison. En traversant la campagne, Lisa apprend qu'il a été chassé par son père pour son impuissance. Maintenant, il veut simplement vivre une vie normale, loin de la gloire et des gens. Elle le plaint, et refuse même de le dénoncer au roi, bien qu'elle sache combien ses pouvoirs pourraient être utiles au royaume. Alan la remercie et promet de l'accompagner pendant qu'elle explore la campagne à la recherche du héros. Après un moment, ils atteignent enfin le village qu'elle cherchait, et étonnamment. Ils ne trouvent aucun monstre rôdant dans les environs, ce qui est très rare. Ils se promènent dans le village, mais il semble désert jusqu'à ce qu'ils voient enfin une foule de gens, tandis qu'une jeune fille est renvoyée de chez un vieil homme. Cette jeune fille, plutôt mince, se révèle être Akira, l'héroïne actuelle, et elle possède l'épée toute puissante qui appartenait autrefois à Alan dans sa vie précédente. Akira ne reconnaît même pas Lisa, et leur demande de l'emmener déjeuner d'abord car elle a faim. Au restaurant, ils commencent à manger, et Akira leur raconte qu'elle errait dans le village lorsqu'elle a aperçu une jeune fille courant dans les bois. Elle l'a rattrapée et lui a demandé si elle allait bien, mais celle-ci a affirmé que le dragon allait la manger. Entendant cela, elle a décidé de tuer le dragon, et a caché la jeune fille dans une petite grotte avant de se rendre au village pour obtenir plus d'informations. Mais lorsqu'elle est entrée chez le vieil homme pour poser des questions, il a refusé de parler et l'a mise dehors. Alan trouve tout cela un peu suspect, et suppose qu'il est possible que ces villageois tentent de sacrifier la vie de la jeune fille pour obtenir la protection du dragon, et c'est pourquoi ils ne voient aucun monstre aux alentours. Cette théorie les convainc tous, alors Akira décide de monter la colline et d'affronter le dragon seul. Lisa se porte immédiatement volontaire pour l'accompagner, car selon la prophétie, elle doit guider l'héroïne, et Betty suit évidemment Lisa. Alan respire profondément car il ne peut laisser ses amis seuls, il décide donc de les accompagner au cas où elle serait dépassée par le dragon.
En montant la colline, Akira semble très confiante en ses capacités, et élabore un plan, affirmant qu'elle ira droit au but pour affronter le dragon, tandis que les autres contourneront la montagne pour prendre le monstre en tenaille. Alan sait que cette héroïne est totalement inexpérimentée et sera probablement vaincue, il propose donc d'aller seul en première ligne, tandis que les filles contourneront la montagne. Cependant, Akira devine qu'il est plus puissant qu'il n'y paraît, et qu'il pourrait tuer le dragon sans la laisser combattre. C'est pourquoi elle veut attaquer par l'avant, et demande ensuite à s'entraîner avec lui une fois le dragon vaincu. Alan accepte le plan, et Akira se retrouve face au dragon qui se relève immédiatement et lui lance un énorme jet de flammes. Elle l'esquive de justesse et utilise ses pouvoirs spéciaux pour lancer la foudre sur le dragon, mais sa magie est si faible que cela chatouille simplement le dragon qui se moque d'elle. Soudain, le dragon lui montre que la fillette est également là, et révèle qu'il voulait simplement s'amuser à terroriser les villageois, c'est pourquoi il l'a libérée exprès. Cela met Akira hors d'elle, et elle rassemble toute sa force et se rue sur lui avec une attaque de foudre, le frappant violemment avant de prendre une pose de héros, mais en se retournant, elle découvre que le dragon est totalement indemne. Il rit et la frappe violemment, la laissant totalement inconsciente sur le sol, attendant qu'il en finisse avec elle. Heureusement, Alan vient à son secours et tranche proprement une des ailes du dragon, le faisant reculer. Le dragon à terre. Il dit ensuite aux filles de quitter les lieux, tandis que le dragon le charge à toute vitesse, mais Alan utilise simplement son attaque magique pour lancer une lame aérienne qui frappe le dragon et l'arrête net. Le dragon est très confus car il est le roi dragon rouge, le dragon le plus puissant du monde, mais Alan l'analyse immédiatement et se prépare à porter le coup final, mais le dragon prend la fuite comme un lâche, avant de se jeter sur les filles. Il promet de les tuer si Alan fait un pas de plus, mais Alan n'en a cure et se précipite avec un coup, transperçant le dragon de son épée, et déclenchant son ultime attaque qui détruit complètement le dragon. Tout le monde se réjouit de la victoire, et Alan réalise que les filles ne peuvent survivre un jour dans ce monde sans son aide et décide de retarder sa retraite jusqu'à ce que le travail de Lisa soit terminé. Le lendemain matin, il se réveille sous l'arbre pour trouver Lisa le regardant. Il regarde alors autour de lui et voit la petite fille assise et observant tandis que le héros Akira et Betty s'affrontent pour déterminer qui est la plus forte. Soudain, Alan se souvient qu'hier, Lisa a utilisé la magie de soins de 5 classes sur Akira lorsqu'elle a été blessée, mais Lisa lui demande de ne pas divulguer cette information à quiconque car c'est un secret qu'elle garde, et Alan promet que son secret sera en sécurité auprès de lui. Juste à ce moment, Akira appelle Alan, affirmant qu'elle souhaite aussi s'entraîner avec lui. Plus tard dans la journée, ils se préparent tous dans le chariot, mais Akira décide qu'elle préfère y aller seule et ne veut pas voyager en chariot. Alan lui demande si elle ira bien, mais elle promet qu'elle sait se débrouiller et leur dit qu'elle emmènera la jeune fille avec elle. Cela rend Alan méfiant, alors il lui dit de faire attention, et elle part. Alan et les autres prennent place dans le chariot, où Lisa s'excuse auprès d'Alan parce que lors du dernier combat contre le dragon, son épée s'est brisée et elle lui dit qu'elle souhaite aller dans un endroit proche. Village peuplé de gens peu recommandables, car son ami Noël y habite et forge des épées extraordinaires. Alan lui dit de ne pas s'inquiéter, mais accepte malgré tout d'aller au village. Pendant ce temps, chez Alan, son père et son frère, Karen, discutent de l'échec de leur plan. Il s'avère que ce sont eux qui ont envoyé les chiens monstrueux attaquer la princesse, et qu'ils ont conclu un marché avec le dragon pour tuer le héros, cherchant à se venger du royaume. Karen se met à crier, mais son père le fait taire et se tourne vers un homme ressemblant à un vieux majordome, lui demandant de se renseigner sur la localisation de la princesse. De retour au village, Alan est surpris de voir la zone remplie de toutes sortes de demi-humains, tandis qu'il se dirige vers la maison de Noël. À l'intérieur, il la trouve étendue par terre, ce qui effraie Lisa, mais il s'avère qu'elle était simplement épuisée après avoir travaillé toute la nuit. Lisa soigne son dos, puis demande à la forgeronne de fabriquer une épée pour Alan. Elle refuse catégoriquement, prétextant avoir de nombreux clients qui souhaitent la réparation urgente de leurs armes. Elle demande ensuite ce qu'il est advenu de son épée, qu'Alan lui montre. Elle le regarde avec dégoût et affirme qu'elle ne forgera jamais d'armes pour quelqu'un incapable de l'entretenir. Lisa lui demande de l'examiner, alors elle utilise ses capacités pour voir comment elle s'est brisée et réalise que l'épée a été utilisée au maximum de ses possibilités avant de se casser. Cela change son opinion, et elle accepte de faire le travail. Elle les chasse ensuite pour travailler tranquillement. Après quoi, ils décident d'aller en ville trouver un logement pour la nuit, mais il s'avère qu'une jeune fille vêtue d'une robe assez étrange les espionnait. Elle travaille pour le vieux majordome. Elle lui raconte ce qu'elle a vu, mais il est perplexe car il pensait qu'il n'y avait que une garde féminine inutile avec Lisa, et pas un autre homme. Après avoir passé la journée en ville, Alan décide de vendre les écailles de dragon qu'il a récupérées à la guilde des aventuriers. Un peu triste, Alan descend vers la guilde des aventuriers,
et s'approche du comptoir pour y trouver une autre réceptionniste à fourrure. Il lui remet l'écaille de dragon, et lui demande de la troquer contre de l'argent, mais celle-ci n'a jamais vu d'écaille de dragon rouge de sa vie, et se met à crier comme une folle. Cela attire l'attention du vieux majordome et des autres employés, qui s'approchent d'Alan, et le majordome commence à lui demander comment il a obtenu l'écaille. Alan lui raconte que lui et son groupe ont combattu le roi dragon rouge, et qu'ils ont réussi à le vaincre, et c'est pourquoi il a obtenu l'écaille. Le majordome utilise ses compétences pour vérifier son niveau, et se rend compte qu'Alan est un niveau inexpérimenté, alors il lui demande si le héros faisait partie de son groupe. Alan répond honnêtement en disant que le héros était avec eux et qu'ils l'ont vaincu ensemble. Butler semble satisfait et sort, où il raconte aux autres que le type est un véritable benet, incapable de tailler son propre pieu, et encore moins de tuer un dragon. Les autres restent inquiets et affirment qu'ils ont l'impression qu'il cache quelque chose. Le lendemain matin, Alan et son groupe retournent chez Noël pour prendre de ses nouvelles, mais la trouvent inconsciente par terre. Lisa la ramène à elle, et Noël lui dit alors que son épée est prête. Alan prend la fine lame bleue et déclare que c'est certainement l'une des meilleures épées qu'il ait jamais vues. Aussitôt, l'elfe impatiente lui dit qu'elle veut qu'il l'essaie dehors. Lisa l'interrompt immédiatement, forçant Noël à se reposer avant toute chose, mais ensuite il se dirige vers la forêt pour tenter de tuer quelques monstres. En chemin, ils se mettent à parler et Alan demande à Noël pourquoi elle est forgeronne d'épée, car c'est habituellement le travail des nains. Noël lui répond que c'est parce qu'elle a perdu sa famille lorsqu'elle était jeune elfe, et que pendant se promenant dans la forêt, elle fut finalement sauvée par une naine nommée Vanessa, plus virile que vous. Vanessa prit soin d'elle, mais un malheureux accident survint et elle la perdit à jamais. Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, le majordome réapparut, présent dans la forêt sans raison, et demanda s'il était là pour tuer des monstres, mais Alan lui dit d'arrêter de se comporter comme un harceleur. Alan continua et trouva des monstres qu'il détruisit facilement avec sa nouvelle épée, les mettant en pièces, ce qui sembla un test suffisant pour l'épée, mais Noël, toujours insatisfait, déclara qu'il devait tuer des monstres plus puissants, et l'entraîna plus profondément dans la forêt. Soudain, Alan s'arrêta et utilisa ses yeux magiques avant de trancher la barrière magique devant lui avec son épée, révélant une gigantesque abomination mi-loup ou mi-tigre qui causa à Noël un profond traumatisme en réalisant que c'était la créature qui avait tué Vanessa. Elle demande donc à Alan de s'en débarrasser immédiatement, tandis qu'Alan reste là, perplexe, ne sachant quelle décision prendre. Noël se remémore alors son passé, et la terrible négligence dont elle a souffert enfant. Même si Vanessa l'a ramenée chez elle, elle lui parlait à peine, ne s'occupait guère d'elle, et passait le plus clair de son temps à frapper le métal avec une détermination acharnée. Noël a essayé d'attirer l'attention de Vanessa de toutes les manières possibles, criant son nom sans cesse en vain. Même lorsqu'elle avait faim, elle ne recevait aucune réponse. Cela l'a mis un peu en colère, et elle alla manger ce qu'elle trouvait dans la maison, mais même après cela, Vanessa la boudait, continuant à travailler le métal avec une régularité mécanique. Finalement, Noël tente un geste désespéré, ramassant une épée avant de perdre l'équilibre et de tomber parmi les outils. Malgré cela, Vanessa ne daigna même pas la regarder pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle finit par dormir sur la table, et le lendemain matin, Vanessa termina enfin sa lame. Ce n'est qu'alors que Noël vit un semblant de sourire sur son visage. Finalement, elle revient à la réalité et, les yeux embués de larmes, demande à Alan de détruire la créature, car c'est lui qui avait tué Vanessa. Alan refuse de faire quoi que ce soit, car la bête ne cherche pas à leur faire du mal, elle est même loin de toute habitation humaine, dormant paisiblement et vaquant à ses occupations. Entendant cela, Noël arrache l'épée des mains d'Alan et, les dents serrées, court vers la bête pour lui porter un coup fatal, mais Alan l'arrête en lui expliquant que cela ne servira à rien car la bête est protégée par un sort qui empêche toute attaque en deçà d'un certain niveau de la toucher. D'après lui, il leur faudrait une épée sacrée pour blesser le monstre, mais Noël lui affirme que sa lame est assez puissante pour être considérée comme une épée sacrée. Alan lui rétorque que son épée est loin d'atteindre le niveau d'une épée sacrée, et que quoi qu'il arrive, aussi fort qu'elle s'efforce, la lame ne fait même pas une égratignure à la bête. Après avoir dit cela, il commence à s'éloigner en lui disant qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Le soir suivant, il retourne en ville et retrouve Lisa et Betty avant de leur raconter toute l'histoire de ce qui vient de se passer au plus profond de la forêt. Lisa est confuse quant à la raison pour laquelle un grand monstre se cacherait dans la jungle sans rien faire, mais Alan affirme qu'il soupçonne que quelqu'un a intentionnellement amené le monstre dans cette zone car ils ont utilisé un sort autour de la zone qui rendait la bête invisible à l'œil nu. Il se tourne alors vers Lisa et lui demande quelle était la vraie raison pour laquelle elle voulait venir ici, car il doute qu'elle vienne ici juste pour essayer de créer une épée. Lisa sourit gênée avant de révéler qu'il a raison, et qu'elles sont venues ici pour enquêter sur le meurtre du général de leur armée. Selon elle, le général était un homme très juste et bon,
mais un jour, il a été retrouvé assassiné dans sa propre maison, sans aucune trace d'intrus et aucune preuve en dehors d'eux. Le fait que le meurtrier ait emporté la tête du général, laissant le corps sur place. Betty soupçonne l'œuvre d'un démon, car aucun humain ne possède une telle capacité, mais elle ignore pourquoi un démon se serait donné tant de mal pour tuer le général si discrètement. Pendant ce temps, dans la forêt, la jeune femme vérifie l'état du loup monstrueux, mais est confuse de voir comment un être humain normal comme Alan a pu détruire si facilement la barrière d'invisibilité qu'elle avait placée. Elle retourne ensuite au village pour retrouver le majordome et lui faire son rapport. Le majordome déclare que ce village est ennuyeux et qu'il veut partir. Il ordonne alors à la jeune femme d'aller tuer la princesse ainsi que l'elfe Noël, ce qui surprend la jeune fille. Le majordome le remarque et revient vers elle, lui expliquant qu'elle n'a pas le choix, un collier d'esclavage apparaissant à son cou. Ce soir-là, Noël se remet au travail sur la lame après qu'Alan lui ait fourni de nombreuses informations sur ses défauts, et cette fois, elle est déterminée à produire une lame inégalée. Elle frappe la lame sans cesse, comme Vanessa le faisait, mais finit par s'épuiser et s'endort sur place. Dans son sommeil, elle revoit les événements de ce jour horrible où leur maison fut attaquée par le loup monstrueux et le majordome qui voulait faire disparaître Vanessa, simplement parce qu'elle essayait de forger des épées capables de rivaliser avec les trésors sacrés. Le loup la projette à travers la maison, elle glisse mais parvient à se stabiliser avant de se précipiter pour l'attaquer. À sa grande surprise, au moment où sa lame touche le loup, elle se brise en 1000 morceaux tandis que le loup la met en pièces. Le monstre, le sang coulant sur ses crocs, se retourne pour achever Noël, mais soudain un puissant éclair le frappe et l'héroïne se place devant Noël. Le loup, indifférent, tente de l'attaquer, mais elle le frappe à nouveau de la foudre. Il s'en remet facilement et attaque de nouveau. L'héroïne riposte et parvient à blesser le monstre au visage grâce à son épée sacrée, qui effraie tellement le majordome qu'il décide de s'enfuir. Le héros s'excuse de ne pouvoir sauver Vanessa, mais Noël est désespérée car même après tout le travail que Vanessa a investi dans cette lame, elle s'est simplement brisée à l'impact. Elle pleure à chaudes larmes, jurant qu'elle forgera une lame supérieure à une épée sacrée. Le lendemain matin, elle se réveille beaucoup mieux et plus légère. Elle se demande si Lisa l'a soignée et sort pour vérifier, mais ne trouve personne, alors elle retourne à son travail. Alan, quant à lui, l'avait soignée pendant la nuit pour qu'elle reste en bonne santé. Plus tard dans la journée, elle termine enfin l'épée, et cette fois, confiante en sa solidité, digne d'un trésor sacré, elle sort seule la nuit pour tenter de tuer le monstre. Elle trouve le loup toujours endormi et tente de le surprendre, mais le loup la sent et la projette contre un arbre. Elle arrive à peine à se relever lorsque le majordome apparaît, la félicitant pour sa résistance, car la plupart des gens meurent après un coup du loup. Elle se précipite de nouveau vers le monstre, mais, avec une maladresse caricaturale, le loup parvient à l'esquiver et lui assène un coup de pied dans le dos. Le majordome lui conseille de faire ses adieux, mais juste au moment où le monstre allait la tuer, Alan intervient et repousse le loup d'un coup de lame. Le majordome rit et explique à Alan que c'était son plan. Il s'avère que la loutre s'apprêtait à pénétrer dans la chambre de la princesse pour l'éliminer pendant son sommeil, mais trouve son lit vide. Immédiatement, Betty et Lisa la surprennent par derrière. Grâce aux barrières mises en place par Alan, elles peuvent voir à travers le sort d'invisibilité. La loutre tente aussitôt d'attaquer, mais Betty l'intercepte et après un bref échange, la repousse. Elle s'apprêtait à porter le coup final, mais la princesse l'arrête, ce dont profite la loutre pour frapper Betty à la tête et saisir le bras de Lisa, mais elle s'arrête avant de la blesser grièvement. La princesse comprend que cette jeune fille est forcée de combattre lorsque Betty lui assène un coup sur la tête et la met hors de combat. Pendant ce temps, le majordome ordonne au loup de tuer Noël et Alan. Contrairement à ce qui s'est passé avec Vanessa, le loup réussit à blesser mortellement Alan sans que son épée ne se brise. Le loup meurt instantanément, et le majordome, pris de panique, s'enfuit. Alan ramène Noël en ville où il retrouve Lisa. Ensemble, ils interrogent la jeune femme. Ils apprennent qu'elle a été contrainte de travailler pour le majordome après que celui-ci eut attaqué son village et tué tous ses habitants. Elle n'avait donc pas d'autre choix, étant sans foyer. Cela rappelle à Noël sa propre enfance, et, à l'instar de ce que Vanessa avait fait pour elle, Noël libère la jeune femme et lui propose de venir vivre chez elle. La jeune femme est très heureuse et se met à pleurer. Cela règle une bonne partie des problèmes, mais Alan souhaite régler son compte au majordome une fois pour toutes. Il retourne seul dans la forêt et utilise ses attaques spéciales pour tenter de le retrouver. Le majordome, mais il s'avère que pendant qu'il se cachait derrière les montagnes, un démon l'a trouvé et l'a tué avant de quitter les lieux. Il s'avère que les ordres de tuer le majordome venaient d'Alan lui-même, qui a engagé le démon et est également responsable de la mort du général du royaume. Il dit au démon qu'il veut éliminer le héros ainsi que la princesse, mais son fils intervient, disant à son père qu'il veut s'occuper personnellement du groupe de la princesse. Pendant ce temps,
Alan et son groupe sont à l'atelier de Noël. Ils cherchent des indices sur les meurtriers du général, mais n'ont rien trouvé jusqu'à présent. Noël donne soudainement une idée à Alan, racontant une histoire à propos d'un certain village voisin où un spectre vêtu d'une armure argentée apparaît la nuit et hante le cimetière. Betty panique en entendant cette histoire car elle a une peur bleue des fantômes, et tandis que tout le monde se moque d'elle, Lisa décide d'enquêter sur cette histoire de spectre. Alan est d'accord car les démons pourraient savoir comment ramener les morts à la vie, et ils pourraient trouver des indices si cette histoire est vraie. Donc, ce soir-là, Alan et son groupe se rendent au village et trouvent les habitants occupés à préparer Halloween. Lisa demande aux villageois s'ils ont vu un homme portant une armure argentée dans les environs. Ils n'ont jamais rien vu de tel, et Lisa est déçue par leur réponse. Alan propose d'aller également voir le cimetière du village, car Noël l'a clairement mentionné dans son récit. Ils trouvent le cimetière vide, mais Betty est très vigilante, et en entendant le bruissement des feuilles, elle se retourne immédiatement. Elle s'attendait à un ennemi, mais elle ne trouve qu'un homme aux yeux entièrement blancs. Ils ne se méfient de rien et suivent l'homme qui les conduit à la maison du chef du village. Ils rencontrent le chef du village, qui nie avoir vu un quelconque spectre en armure argentée dans cette région. Cependant, pour se faire pardonner, il invite Lisa et les autres à rester 2 jours et à assister. Le festival de demain. Alan accepte immédiatement son offre, et le chef du village organise leur hébergement. Alors que Lisa dort dans sa chambre, elle rêve de son enfance. Elle voit son oncle, qui était chevalier et son protecteur. Elle l'aimait beaucoup, et il l'adorait aussi. Soudain, son sommeil est interrompu par un craquement de parquet, et elle sort voir ce qui se passe. En regardant par la fenêtre, Lisa est surprise de voir un chevalier en armure d'argent qui ressemble étrangement à son oncle. Le chevalier s'éloigne, et Lisa le poursuit, finissant par arriver au cimetière. Le chevalier disparaît, et soudain, des zombies émergent de terre. Lisa crie de terreur, mais Alan la réveille. Il s'avère que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais le sentiment de terreur et de solitude n'a pas encore quitté Lisa, alors elle s'accroche à Alan et lui demande de la laisser ainsi un moment. Le jour change, et le soir suivant, les villageois se déguisent en fantômes pour célébrer Halloween. Ils allument un grand feu et dansent autour, tandis qu'Alan et les filles les observent. Soudain, l'homme aux yeux blancs d'hier s'approche d'eux et les invite à se joindre à la fête. Lisa dit qu'elle est fatiguée et qu'elle va se reposer, mais demande à Betty et Alan de profiter des festivités. Alan soupçonne une manœuvre étrange dans le village, alors il utilise ses yeux magiques pour les observer rapidement. Il accepte alors la proposition de Lisa et court vers les villageois qui dansent, Betty le suivant. Juste au moment où Lisa se retrouve seule, une étrange traînée de fumée passe devant elle, et elle entend soudain la voix de son oncle. Elle se retourne et le voit derrière une foule de villageois masqués, alors elle court avec empressement vers lui. Elle continue de se frayer un chemin à travers la foule tandis que le chevalier s'engouffre dans l'obscurité. Finalement, Lisa arrive à la forêt sombre, et la fumée mystérieuse devient encore plus dense autour d'elle. Le chevalier d'argent apparaît devant elle, et c'est bien son oncle. Il lui dit que venir dans une forêt la nuit est dangereux, mais Lisa répond simplement qu'elle ne craint rien puisqu'il est là. Elle se souvient qu'il la protégeait autrefois alors qu'elle empruntait un sentier de montagne périlleux. Leur carrosse fut attaqué par des créatures, et son oncle s'élança pour les repousser. Il fit de son mieux pour protéger Lisa, et s'attaqua à une créature qui la visait. Cependant, la créature ne périt pas du premier coup et le blessa à son tour. Le chevalier fut grièvement blessé, et la créature le saisit dans sa gueule et s'envola. Le chevalier, rassemblant toute sa force, la perça de son épée. Tous deux chutèrent dans la rivière en contrebas. Ce fut la dernière fois que Lisa le vit, et comme les recherches restèrent vaines, elle crut qu'il était vivant quelque part. Maintenant, elle lui demande où il était resté tout ce temps, et le chevalier répond qu'il a nourri une profonde rancune contre la famille royale, se cachant et ourdissant sa vengeance. Le chevalier révèle à Lisa que son père, le roi, tente de la faire disparaître, et elle a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre. Son oncle affirme que l'empereur s'en prend aux personnes nées avec des dons exceptionnels. Il cite parmi ces personnes le héros, nul, le général mort au combat, et même Lisa, qui possède le pouvoir d'une sainte. Le chevalier pense que le roi considère de telles personnes comme des messagers divins qui se révolteront contre lui et détruiront son royaume. C'est pourquoi il veut les éliminer. Le chevalier tend alors la main à Lisa, l'invitant à le rejoindre pour faire face à son père. Lisa est sous le choc, mais refuse de lui faire aveuglément confiance. Elle affirme que même si ses paroles sont vraies, elle pense qu'une solution pacifique avec le roi est possible. Le chevalier comprend que la jeune fille ne se laissera pas manipuler, il révèle alors sa véritable nature et commence à l'éviter grâce à une magie noire. Il attaque Lisa, mais soudain, Alan arrive pour sauver sa bien-aimée. Il bloque l'attaque du chevalier et le force à reculer.
Alan révèle qu'il surveillait Lisa depuis un moment et qu'il sait que le chevalier est actuellement sous l'emprise d'un démon. Il utilise ses pouvoirs magiques et brise le sort jeté sur le chevalier, le libérant du contrôle du démon. Lisa s'inquiète pour son oncle, mais il se relève et lui dit que ses inquiétudes sont vaines car il est déjà libéré. Il remercie Alan de l'avoir délivré du sort qui le forçait à attaquer sa nièce. Il avoue que tout ce qu'il a dit à Lisa sur le roi voulant la tuer était un mensonge. Le chevalier demande ensuite à Alan de veiller sur Lisa, et il promet de la protéger. Le chevalier est soulagé, puis il adresse une dernière requête à Alan, un dernier combat amical. Alan accepte avec courtoisie, et le chevalier se précipite sur lui. Alan part sa première attaque, puis les deux hommes échangent des coups, faisant preuve de leur maîtrise de l'épée. Lisa, les observant, se souvient de la promesse de son oncle de la protéger de tout danger jusqu'à ce qu'un homme plus fort que lui veuille la protéger à son tour. Aujourd'hui, le vœu de son oncle se réalise, et tandis que celui-ci repose sur ses genoux, vaincu par Alan, il lui demande d'arrêter de pleurer. Il lui dit qu'elle était vraiment comme une fille pour lui, et lui souhaite le bonheur pour la vie, avant de rendre son dernier souffle. Plus tard dans la nuit, alors qu'Alan surveille le village depuis les remparts, le chef du village s'approche. Il lui demande depuis combien de temps il connaît leur secret, et Alan révèle qu'il le savait depuis le début. Tous les habitants du village étaient. Le chef du village était celui qui les contrôlait par magie. Alan explique que malgré cette connaissance, il ne souhaitait pas troubler ce village paisible. Cependant, le chef du village n'entend pas lui accorder sa clémence, car il est en réalité un démon. Il appelle ses zombies pour l'attaquer, mais Alan utilise son pouvoir et brise le contrôle du chef du village sur les morts-vivants. Il envoie ensuite une attaque fulgurante qui divise le chef du village démon et tous ses zombies. Il se désintègre, et le chef du village laisse derrière lui un cœur magique. Le lendemain, alors qu'ils reprennent leur voyage, Alan analyse le cœur magique et y trouve les pouvoirs de son jeune frère. Il pense que son jeune frère est derrière la réanimation de l'oncle de Lisa, ainsi que la mort du général. Cependant, Lisa reçoit soudainement un message d'un soldat, qui lui apprend que le général, supposé mort, est revenu, une nouvelle que personne ne croit. Par ailleurs, le jeune frère d'Alan, Brett, rêve du jour où tout a basculé. C'était le jour où sa mère est morte, et où son père a perdu espoir et foi en le monde. Il est devenu un homme amer et rancunier qui regardait ses fils avec dégoût et mépris. Brett était trop jeune pour comprendre ce que vivait son père, et il était souvent malmené par lui. Les domestiques disaient que Brett ne faisait que jouer malgré la perte de sa mère, et le comparaient à Alan, beaucoup plus mature pour son âge. Brett reportait ce ressentiment sur Alan, le blâmant de le mépriser, tout comme leur père. Il se réveille en sueur froide et frappe son oreiller de frustration après ce rêve. Il va ensuite saluer son père, qui rit de façon démesurée en lisant une lettre. La lettre qu'il tient brûle entre ses mains tandis qu'il déclare qu'il est temps de commencer leur vengeance contre ce royaume et contre les dieux eux-mêmes. Horrifié par la réaction de son père, Brett pense qu'il est le seul apte à diriger cette famille. Parallèlement, des rumeurs concernant le retour à la vie du général décédé circulent dans la ville. Non seulement cela, mais le général ressuscité semble avoir rejoint la rébellion contre le roi, et tente de convaincre les citoyens de le suivre. Le capitaine Édouard des Chevaliers Royaux et son assistant traversent la ville, écoutant. Face aux ragots et aux rumeurs. L'assistant pense que les rumeurs étaient inévitables, mais qu'elles se répandent avec une rapidité suspecte. Édouard croit également que quelqu'un tente de les propager délibérément, et son assistant lui demande ce qu'il pense du retour à la vie du général. Il répond que peu importe si le général est un imposteur ou un revenant, car s'il agit comme un ennemi du royaume, les chevaliers le neutraliseront. Il est certain que si le général avait été vivant, il aurait pris la même décision que lui. Ils entrent dans une ruelle, où une grande silhouette capuchonnée apparaît soudainement devant eux. Les deux chevaliers se préparent au combat, mais l'homme retire partiellement sa capuche pour révéler qu'il est l'archevêque de l'église. Édouard lui demande ce qu'il fait ici, seul, dans un endroit aussi dangereux, et l'archevêque répond qu'il souhaite lui parler en secret et l'invite à le suivre. Édouard accepte son invitation, malgré les soupçons de son assistant. Il affirme qu'il ne va pas livrer bataille, et qu'il s'agit simplement d'une rencontre pour recueillir des informations. Il part avec l'archevêque, mais son assistant reste préoccupé. L'archevêque conduit Édouard au terrain d'entraînement des chevaliers puis s'éloigne rapidement. Édouard se retrouve seul lorsque soudain, quelqu'un l'attaque par derrière. Il perçoit l'agressivité de son assaillant à temps et le bloque, découvrant que c'est Craig, son vieil ami et le père d'Alan. Édouard le repousse, et ils échangent quelques salutations, commentant leur incapacité à changer au fil des ans. Édouard remarque qu'il n'a pas vu Craig depuis les funérailles de sa femme et lui demande pourquoi il est là. Craig rit en le qualifiant de naïf. Il révèle que l'archevêque est déjà sous leur influence et attaque Édouard, qui ne comprend pas encore la situation.
Il part l'attaque de Craig tout en exigeant des explications, et Craig déclare qu'il n'a plus d'attache à ce monde. Ailleurs, Brett voyage en carrosse pour mettre leur plan à exécution. Cependant, il ne pense qu'au souvenir de la mort de sa mère. Il était incapable de comprendre la mort à ce moment-là et demanda à Alan pourquoi leur mère ne se réveillait pas. Alan lui répondit simplement que tout le monde meurt un jour et le consola en lui tenant la main. À cette époque, leur relation n'était pas si mauvaise, et Brett allait le voir lorsqu'il ne pouvait pas dormir la nuit. Il demanda à Alan s'il était un raté parce que leur père l'avait qualifié de raté plus tôt. Alan essaya de convaincre Brett qu'il ne l'était pas et qu'il ne devait pas prêter attention à ceux qui jugeaient sa valeur sans lui donner sa chance. Cependant, il ne pouvait que pleurer car il ne pouvait pas croire les paroles de son frère plus que celles de son père, et il s'enfuit. Bientôt, il commença à évoluer, et leur père le reconnut et se mit à considérer Alan comme un raté à la place. Brett fut heureux de recevoir l'attention de son père et également frustré que, malgré le fait que tout le monde le traite de perdant, Alan n'y prête absolument aucune attention. Brett lui dit qu'il était indigne du nom de leur famille, mais Alan lui répondit que s'il se trouvait un jour sur une mauvaise voie, il devait lui demander de l'aide. Brett est ramené à la réalité par l'apparition soudaine d'une silhouette mystérieuse. Cet homme mystérieux l'informe que leurs préparatifs sont terminés et demande à Brett de faire son rapport. Il répond avoir utilisé son don pour influencer l'archevêque et attirer Édouard. L'homme mystérieux estime Édouard un adversaire difficile car il peut neutraliser tout don dans un rayon d'1 mètre, ce qui le rend invincible sur le champ de bataille. Brett affirme que son père s'occupe déjà d'Édouard, donc ils n'ont pas à s'en soucier. Au pire des cas, il est prêt à utiliser ses capacités spéciales pour exécuter leur plan sans être affecté par les pouvoirs d'Édouard. Il rappelle à l'homme mystérieux que son camp a connu de nombreux échecs et demande s'ils réussiront cette fois, ce qui met l'homme en colère. Soudain, son partenaire apparaît à ses côtés et lui annonce l'arrivée du héros. Ils disparaissent après avoir averti Brett que la moindre faute ne sera pas acceptée, et il est déterminé à ne pas échouer comme son frère aîné. Pendant ce temps, le héros Akira et la jeune fille Sarah, qu'elle a recueillie, traversent la ville. Akira remarque une silhouette encagoulée qui les suit, et elle accélère le pas. Une fois dans un endroit isolé, elle demande à ses poursuivants de se montrer, et 4 hommes encagoulés surgissent et déclarent qu'ils vont la tuer. Akira pense qu'ils en sont incapables, et les agresseurs acquiescent. Cependant, ils activent un sort qu'ils avaient placé sur Sarah et tous les habitants de son village, la transformant en bombe humaine. Alors qu'Akira tente de réconforter la jeune fille, les hommes encagoulés préparent leur boule de feu, et leur chef déclare que dès que celles-ci frapperont la fille, son énergie vitale servira de combustible et elle explosera. On lui demande si Akira laissera mourir la jeune fille ou l'abandonnera pour sauver sa vie. Akira hésite, mais soudain Sarah la repousse en lui ordonnant de fuir. Elle refuse et serre la jeune fille contre elle tandis que des projectiles enflammés s'abattent sur elle. D'un autre côté, l'assistant d'Édouard a amené des chevaliers pour protéger leur capitaine, lorsqu'un personnage capuchon apparaît soudainement devant eux. L'assistant interdit aux chevaliers d'attaquer car il comprend que cet inconnu est bien plus puissant. Cependant, il déclare qu'il n'est pas là pour leur faire de mal et propose de leur révéler la vérité sur le monde. Dans la ville principale, l'archevêque et le général Cyril, revenus à la vie, apparaissent soudainement devant la foule. Ils sont manipulés par Brett utilisant ses pouvoirs spéciaux. Le général Cyril commence par présenter ses excuses au peuple pour la confusion et la panique causée par les informations le concernant. Puis, il passe immédiatement à son objectif et annonce qu'il va leur révéler la vérité sur ce monde. L'archevêque s'avance et affirme que les dieux leur mentent. Il soutient que les dons reçus ne sont pas des bénédictions divines, semant la confusion parmi la foule. Cyril les invite à réfléchir. Il souligne que la vie de chacun est dirigée par les dons qu'il reçoit, mais que beaucoup ne reçoivent pas ceux qu'ils souhaitent réellement ou méritent. L'archevêque déclare que les dieux utilisent les dons pour contrôler les humains comme des marionnettes, mais qu'il existe un moyen d'échapper à leur emprise. Il annonce que ceux qui renonceront à leurs dons seront libérés du contrôle des dieux et deviendront maîtres de leur destin. La foule est incrédule. Le général Cyril précise alors qu'ils ont quelqu'un pour répondre à leurs doutes. Sur ces mots, Brett fait son entrée et demande à tous de regarder derrière eux. Ils découvrent une créature monstrueuse, immense et canine, et sont terrifiés. Brett les rassure en expliquant que ce monstre a été artificiellement créé par eux pour les aider dans diverses tâches. Cyril affirme qu'un seul monstre équivaut à 10 000 soldats, et qu'il n'a aucune faiblesse. Tous croient les paroles du général, mais pensent que malgré ses capacités, cette créature artificielle ne peut remplacer les dons de chacun. Brett dit que son pouvoir entre maintenant en jeu. Son pouvoir s'appelle marionnette, et l'archevêque affirme qu'il peut révéler les véritables capacités latentes d'un individu, et même s'ils renoncent à leurs dons, ils peuvent devenir beaucoup plus forts grâce à lui.
Il assure que ces capacités seront le fruit de leur propre volonté, et mèneront le monde vers une nouvelle ère de prospérité. Le peuple commence à les croire, mais se demande ce qui arrivera après la disparition de Brett. Il attendait lui aussi cette question, et il a fait venir un de ses compagnons capuchonnés pour y répondre. Celui-ci déclare qu'après sa mort, ses amis aideront le peuple en renonçant à leurs dons et en exploitant leur potentiel caché. La figure mystérieuse retire sa capuche pour révéler qu'il s'agit en fait d'un démon. La foule panique en le voyant, mais Brett les rassure en déclarant avoir établi une relation amicale avec les démons. Il affirme que ce sont eux qui leur ont révélé la vérité sur les dons, et qu'ils peuvent les aider à s'en défaire. Il explique à tous qu'ils n'ont pas besoin de dons pour vivre une bonne vie, et la foule, les acclamant, accepte ses paroles comme vérité. Brett savoure leur approbation et se persuade qu'ils ont tout besoin de lui. Parallèlement, le combat entre Edward et Craig touche à sa fin, le capitaine chevalier étant en position de faiblesse. Il est persuadé d'avoir neutralisé le don de Craig, mais celui-ci reste trop puissant, même sans lui. Il réalise soudainement que sa force ne provient pas de son don, mais de son niveau, ce que Craig confirme. Il déclare qu'en augmentant son niveau, on peut transcender les limites de l'humain et obtenir la force de tuer même les dieux. Edward est bientôt désarmé et à genoux. Craig pointe son épée sur lui lorsque soudain une personne capuchonnée entre dans l'arène. Craig lui demande s'il a vaincu le héros, mais la personne l'attaque en retour, avant de révéler qu'il s'agit du héros Akira elle-même. Lors de l'attaque des démons plus tôt, au lieu d'exploser, Sarah a émis une barrière protectrice, donnant à Akira l'occasion de mettre fin au combat. Elle se souvient qu'Alan avait annulé le sort de malédiction sur Sarah avant leur séparation, et grâce à cela, tout s'est résolu pacifiquement. Pendant ce temps, l'assistant d'Edward refuse également les enseignements du démon capuchonné et affirme que même si des dons sont utilisés pour les manipuler, ils protègent le royaume de leur propre gré. Lui et ses hommes dégainent leurs épées, mais le démon disparaît simplement et commence à poursuivre les chevaliers un par un. Même l'assistant est blessé, mais il n'est pas encore prêt à abandonner ses idéaux chevaleresques. Soudain, la femme chevalier Betty arrive pour le soutenir. Sur la place de la ville, Brett savoure sa gloire tandis que le peuple l'acclame comme leur sauveur, lorsqu'il entend soudain une voix familière lui demander s'il se plaît. Il regarde devant lui et voit Alan. Une rage contenue explose en Brett alors qu'il se prépare à affronter son frère. Alan sort un petit projecteur holographique montrant des images de Betty confrontant le démon. Elle lui demande s'il a conspiré avec la famille Westfeld pour tenter d'assassiner le général Cyril et la princesse Lee. Le démon confirme et Betty lui demande son objectif. Confiant que la femme va mourir sous ses coups, le démon révèle son plan, ignorant la présence discrète d'une personne qui retransmet ses propos à Alan en temps réel. Le démon explique que les individus aux dons exceptionnels, comme le général et Lee, gêneront leur projet. Ce message est entendu par tous les habitants de la place, et Brett panique en voyant son plan dévoilé. Furieux, il accuse Alan de lui nuire et lui crie de ne pas entraver leur projet. Tout le monde entend cela, et Brett comprend qu'il a commis une erreur. Soudain, la princesse Lee apparaît et annonce une tentative d'assassinat contre elle, expliquant qu'elle a été attaquée par un monstre artificiel semblable à celui qu'il voit. Le peuple la croit, et Brett perd le contrôle en réalisant que son plan est voué à l'échec. Il se met à rire comme un fou et dit à Alan de ne pas le blâmer pour ce qui va suivre. Il utilise son pouvoir de marionnettiste pour contrôler les chevaliers et les faire attaquer la foule, mais Alan réagit et brise les fils. L'archevêque et le général s'évanouissent également, le pouvoir de Brett les lâchant. Il hurle de rage et libère ses monstres artificiels. La panique s'empare de tous, et tandis que Lee guide la foule vers un lieu sûr, Alan regarde son frère. Il pense que s'il l'avait mieux élevé, il ne serait pas devenu ainsi, mais en repensant au passé, il est certain que Brett a refusé toute son aide. Désormais, il est déterminé à sauver son frère et à l'empêcher de sombrer définitivement dans le mal. Brett se jette sur lui, l'injuriant de « faillite », tout en lançant ses cordes vers lui. Alan attrape les cordes, tire son frère vers lui, et le met hors de combat d'un seul coup. Pendant ce temps, Lee réconforte un enfant qui pleure, et Alan lui demande de s'occuper de l'évacuation et des autres tâches sur place. Il veut mettre fin au plan machiavélique de son père, mais Lee craint que cela ne soit un combat émotionnellement épuisant pour lui. Alan se souvient du froid avec lequel son père le traitait, mais il veut malgré tout empêcher ses mauvaises actions. Par ailleurs, Betty combat le démon dans les rues. La bataille est confuse pour l'assistant chevalier, car il ne voit que les étincelles au contact de leurs lames. Betty bénéficie de l'aide de Loli et devient invisible pour que le démon ne puisse pas la confronter. Le démon réalise qu'il est dépassé et prévoit de se retirer, mais Loli le remarque et lui lance un poignard. Betty intervient immédiatement après et porte un coup fatal au cœur du démon. Après la désintégration du démon, le capitaine adjoint s'agenouille devant Betty et la remercie.
Elle lui dit qu'ils ont du travail, car les démons attaquent la ville entière simultanément. Elle demande à tous ceux qui peuvent encore combattre de sauver les citoyens, et l'adjoint jure de sauver chacun, quitte à y laisser sa vie. Soudain, Noël arrive pour les soutenir avec de puissantes armes. Ailleurs, l'héroïne Akira et le capitaine Edward font face à Craig, qui les a repoussés dans un coin. Il émane de lui une aura sombre intense, et Akira sent qu'il anticipe facilement tous leurs mouvements. Edward lui explique que le don de Craig s'appelle « prédestinateur » et lui permet de voir plusieurs futurs possibles. Cependant, cela demande une grande concentration et met son corps à rude épreuve. Edward dit à Craig que son épouse n'aurait pas souhaité qu'il aille jusque-là pour obtenir du pouvoir. Craig répond qu'il a vu la mort de sa femme se répéter sans cesse, et qu'il n'a rien pu faire pour changer ce destin. Il se sentait impuissant et désespéré après sa perte, pensant que sa vie n'avait été qu'un jouet entre les mains des dieux. Craig se mit à pleurer des larmes de sang, disant que le don de sa femme Marielle, appelée « Sainte Mère », était de donner naissance au héros qui sauverait le monde. Or, elle a donné naissance à un être sans don comme Alan. Il rugit, projetant des éclairs rouges de son corps, demandant quel était le but de son don et de sa mort si elle ne pouvait donner naissance à un héros. Désormais, il est déterminé à effacer tous les dons et même les dieux du monde. Les éclairs rouges disparaissent, et une aura sombre enveloppe de nouveau le corps de Craig. Akira lui dit d'arrêter de trop intellectualiser alors que la simple vérité est qu'il n'arrive pas à surmonter la mort de sa femme. Craig lui donne raison, puis soudain, il commence à échanger sa force vitale contre une puissance immense. Il lance un rayon de magie noire vers Akira, qui le contre avec son éclair, et leur force se neutralise. Cependant, Craig met plus de force dans son attaque et submerge l'héroïne, la projetant violemment. Elle s'écrase contre un mur et perd connaissance, laissant Edward seul face à Craig. Edward a compris que Craig utilise le pouvoir des démons, et lui demande d'arrêter avant de perdre tout contrôle de lui-même. Craig se moque de son opinion et le frappe également avec le rayon noir. Edward sent les ténèbres l'étouffer et l'engloutir, puis il se retrouve soudain dans un monde où les souvenirs douloureux de Craig apparaissent sous forme de bulles noires montant d'une mer. Il se met à pleurer et s'excuse auprès de son ami pour ne pas avoir compris sa souffrance, et soudain, l'aura sombre entourant Craig disparaît. Edward croit l'avoir sauvé par la force de leur amitié, mais alors Craig le blesse grièvement au cœur. Il s'effondre, et Akira est horrifiée par ce qu'elle vient de voir. Elle crie à Craig que son ami pensait à lui jusqu'au dernier moment, mais il semble indifférent. Il lui dit que c'est son tour de mourir, et lui lance un rayon obscur. Akira se prépare à rejoindre l'au-delà, mais l'attaque ne la touche pas. En ouvrant les yeux, elle voit Alan devant elle, et Craig n'est pas content que son fils, qu'il juge inapte, se mette sur son chemin. Alan répond qu'il aurait préféré que quelqu'un d'autre fasse ce travail. Craig concentre son énergie sombre, disant à son fils qu'il sera toujours une source de désespoir pour lui. Il lui lance le rayon obscur, mais Alan le bloque facilement. Craig est stupéfait car l'attaque était alimentée par sa haine, et il croyait que sa haine était invincible. Il demande à Alan qui il est, et celui-ci répond qu'il est un incapable. Mais même ainsi, il y a des gens qu'il ne peut abandonner, et sa mère aurait voulu qu'il aide tout le monde. Alan déploie une aura lumineuse, mais Craig est encore plus furieux et lui demande de ne pas invoquer le nom de sa femme. Sa haine et son obscurité commencent à le submerger, et il projette un intense rayon noir vers Alan, qui peine à le bloquer. Soudain, Alan se retrouve plongé dans l'océan de la douleur de son père, et ressent son désespoir immense. Il voit les souvenirs de la mort et des funérailles de sa mère, et ceux de sa propre naissance aussi. C'est la première fois qu'Alan réalise à quel point ses parents s'aimaient, mais malgré cela, il ne laissera pas son père détruire le monde. Il libère toute sa puissance et dissipe les ténèbres qui l'entourent. Il utilise alors son attaque spéciale et invoque de multiples épées éthérées, qu'il envoie vers Craig. Craig encaisse de plein fouet cette puissante attaque, mais il semble indemne à première vue. Cependant, il se met soudain à trembler, puis les graves dommages subis le mettent à genoux. Il crache du sang sur son épée abîmée, et crie à Alan qu'il est un incapable. Il pousse sa puissance à son maximum, et libère tout d'un coup, créant un tourbillon autour de lui. Son pouvoir crée des nuages noirs dans le ciel qui grossissent et engloutissent la voûte céleste. La ville s'obscurcit et la population panique, anticipant la fin du monde. Cependant, Lee demande à chacun de garder son calme et de faire confiance à Alan. Dans l'arène d'entraînement, Craig libère toujours une quantité insensée d'énergie noire, et Akira dit que cela dépasse les capacités humaines. Alan dit qu'il n'a pas le choix, il doit arrêter son père maintenant. Il commence à libérer progressivement toute sa puissance en courant vers son père. Il prend de la vitesse puis utilise l'une de ses attaques ultimes appelée « Flash » et fonce sur Craig, le corps entièrement recouvert d'une magie dense. Son attaque percutante entre en collision avec le tourbillon noir, projetant des gouttelettes d'énergie sombre dans tous les sens.
Alan continue de percer les défenses de son père, lorsqu'inopinément, des tentacules noirs surgissent du tourbillon et le saisissent. Il se retrouve dans l'esprit de son père, face à une sphère obscure. Il entend des gémissements provenant de la sphère et comprend que c'est son père, retenu prisonnier par sa propre colère. Alan réalise qu'il n'était pas si différent de son père, car lui aussi fuyait les trahisons de son passé. D'une certaine manière, il comprend ce que signifie être prisonnier d'émotions négatives. C'est pourquoi il décide de libérer son père. Il transperce la sphère obscure, et soudain, un brillant pilier de lumière apparaît devant lui. Le pilier de lumière commence à s'étendre, engloutissant tout sur son passage, et avec cela, les ténèbres entourant Craig dans le monde réel s'estompent. Puis, dans un éclair vert, il réapparaît, gravement blessé. Un papillon mystique et scintillant descend vers lui, et au moment où il se pose sur sa main, le corps de Craig commence à se désintégrer. Alors qu'il se réduit à néant, Craig accepte enfin que son fils, qu'il considérait comme un échec, a finalement accepté son destin. Il pleure, prononçant le nom de sa femme comme dernier mot avant que le papillon mystique le guide vers l'au-delà. Peu après, Alan rend visite au roi, qui lui accorde le titre de duc de Westphelt pour ses grands services lors de la récente bataille. Cependant, Alan décline respectueusement la récompense, et le roi l'accepte. Alors qu'il retourne à son bureau, son assistant lui demande s'il était sûr de laisser partir le garçon. Le roi se souvient avoir tenu le jeune garçon dans ses bras, qui lui avait parlé avec enthousiasme d'Alan. Il pense que le garçon a sauvé le pays et sa chère fille, c'est donc le minimum qu'il puisse faire pour lui. Entre-temps, Alan se prépare à partir avec Noël et le modeste groupe, lorsque Lee arrive en courant et leur demande de la laisser les accompagner. Ils sont surpris car une princesse ne devrait pas quitter le palais sans raison, mais Lee leur apprend qu'elle est maintenant Lee Westphelt et qu'elle veillera sur ce territoire. Alan n'a d'autre choix que de l'accepter en entendant cela. Noël lui demande alors des nouvelles de Betty, et Lee répond qu'elle est une garde de la famille royale. Cependant, Lee n'étant plus un membre immédiat de la famille royale, elle ne peut plus la servir. Malgré cela, Betty fait de son mieux pour trouver une solution pour la servir. Alan lui demande si elle se débrouillera sans elle, et Lee affirme se sentir beaucoup plus en sécurité avec lui. Ils montent alors en carrosse et partent pour leur nouvelle vie. Cependant, ils ignorent qu'une autre personne dans ce monde possède des pouvoirs comme Alan, et qu'elle le connaît aussi. Elle se demande pourquoi il a réincarné dans ce monde, et décide de le découvrir rapidement. Alan fait un rêve de sa vie passée, où l'Angélé lui présente ses excuses sur son lit de mort. Elle pleure, disant qu'elle ne l'a pas fait devenir un héros en pensant qu'il finirait ainsi, et le remercie d'avoir sauvé le monde, avant de lui demander quel était son dernier souhait. Il se réveille de ce rêve et descend, où Lee lui prépare le petit déjeuner. Dès qu'Alan s'assoit, Noël arrive, légèrement vêtu, et Lee panique en le voyant. En sous-vêtements, Alan lui demande de mettre au moins quelque chose avant de venir ici, et elle lui fait un clin d'œil en disant qu'il l'a déjà vu dans un état encore plus intime. Lisa panique et le secoue, exigeant des explications. Il explique les choses pendant qu'il s'assoit pour manger, disant que l'atelier de Noël était trop chaud et qu'elle avait juste enlevé quelques vêtements, et c'est tout. Noël lui rappelle ensuite qu'il doit l'aider à tester de nouvelles armes, et Lisa dit qu'il doit aussi l'aider à faire du papier. Il a même promis à une personne qu'il prendrait une sieste avec elle, et Alan panique car il avait oublié toutes ses promesses. Soudain, une jeune femme, un peu négligée, de la guilde des aventuriers vient le chercher, car il y a une montagne de demandes pour lui. Elle commence à l'entraîner de force, mais Lisa et les autres l'arrêtent. Elle se dispute pour obtenir le droit de passer du temps avec Alan, et il est gêné par toute cette attention soudaine. Il réussit à tout faire, mais il est épuisé. Plus tard, il annonce à tout son projet de voyage dans l'empire voisin pour changer d'air, et s'il y trouve un endroit agréable en chemin, de s'y installer définitivement. Lisa n'apprécie pas cette nouvelle, tandis que Noël décrit discrètement l'Empire Victor, une nation puissante entretenant de bonnes relations avec leur royaume. Il est réputé pour ses nombreux forgerons nains, et Noël décide d'accompagner Alan pour visiter l'Empire. Même Lolly dit qu'elle les accompagnera, et Noël réussit à convaincre Alan de les laisser venir. Lisa, cependant, doit rester pour gérer le duché. Elle appelle Betty et lui délègue son travail afin de pouvoir elle aussi rejoindre Alan. En chemin, Noël lui demande si elle est vraiment sereine à l'idée de quitter le duché pour voyager, et Lisa répond qu'elle a besoin de se rendre dans l'Empire pour vérifier certaines informations. Même si l'Empire entretient des relations amicales avec eux, l'empereur est ambitieux et aurait pu les attaquer lors des troubles survenus il y a quelques mois. Cependant, il ne fait rien, et elle veut voir ce qu'il complote en tant que nouvelle duchesse de Westphelt. Bientôt, leur carrosse emprunte une route de montagne accidentée, et Noël se plaint, demandant s'ils ne peuvent pas prendre un chemin plus facile. Soudain, Alan arrête le carrosse, car il vient d'apercevoir des monstres, des loups des sables, devant eux.
Noël et Loli évoquent la férocité de ces monstres, mais Alan se précipite immédiatement sur eux et les détruit en quelques secondes. Il retourne au carrosse, mais doute maintenant que quelqu'un ait envoyé les loups des sables après eux intentionnellement. Quelques jours plus tard, ils atteignent la première grande ville de l'Empire. Malgré son activité bouillonnante, Alan reste sur ses gardes car il trouve l'atmosphère un peu intimidante, avec une présence excessive de gardes. Soudain, il heurte une rousse et reconnaît immédiatement Ina. Elle le reconnaît aussi et lui demande ce qu'il fait dans un endroit comme celui-ci. Il lui retourne la question et lui demande ce que la fille du marquis impérial fait. Ici sans ses gardes. Elle est gênée et lui demande de la lâcher, ce qu'il fait. Les filles d'Alan sont jalouses de sa proximité avec Ina, mais Lisa la reconnaît. Elle la reconnaît aussi et lui demande ce qu'elle fait ici. Lisa ment nerveusement en disant qu'elles font du tourisme, mais elle est facilement démasquée. Ina ne lui pose aucune question, mais donne à tout des conseils. L'Empire est actuellement dans un état de chaos et de confusion, et une simple étincelle pourrait mener au désastre. C'est pourquoi elle veut qu'Alan et ses filles retournent dans leur pays avant de se retrouver en difficulté. Elle révèle que même les chevaliers du Loup Noir, les chevaliers les plus redoutés de l'Empire, ont reçu le droit d'agir de leur propre initiative par l'empereur. Ina leur conseille d'éviter absolument tout contact avec les chevaliers du Loup Noir, puis prend immédiatement congé. Lisa et les autres sont confuses, mais Alan remarque quelque chose et décide de suivre Ina, laissant ses filles derrière lui. Alan rattrape Ina, qui était en réalité l'Angélée de son rêve. Elle était la disciple des dieux dans leur vie précédente, celle qui ne cessait de lui dire quoi faire. Il lui demande si elle les avait prévenus plus tôt en tant que Ina ou en tant qu'ange, et elle répond qu'elle était simplement elle-même, car cette fois, ses pouvoirs sont assez limités. Alan dit que c'est une surprise qu'elle se retrouve aussi dans ce monde, et Ina rougit en disant que c'est parce qu'il attire les ennuis partout où il va, alors elle est venue pour le soutenir. Elle lui dit de rentrer vite chez lui s'il veut vivre tranquillement, et il s'en va après l'avoir remercié. Alors qu'il cherche ses amis, une explosion se produit au loin, il va donc voir ce qui se passe. Il trouve un homme qui fuit les gardes et qui se dirige droit sur lui. L'homme recherché dégaine son épée en demandant à Alan de se décaler, et celui-ci le touche simplement dans le dos et le met à terre. Soudain, l'homme est entouré d'une fumée noire et un cercle magique apparaît derrière lui. Du sang jaillit de toutes les ouvertures de son corps, et l'homme s'effondre. Immédiatement, les chevaliers arrivent, et leur capitaine, intrigué par la situation et la présence d'Alan, lui pose des questions. Elle veut savoir ce qui s'est passé, et Alan répond qu'il a frappé l'homme pour se défendre, mais qu'il ne l'a pas tué. La capitaine a du mal à le croire et demande comment il a pu blesser l'homme si gravement sans arme ni don. Elle explique que son don lui permet de voir les dons utilisés par les autres. L'inconvénient est qu'elle ne peut pas détecter l'implication de démons. Alan lui affirme qu'il n'est pas un démon, mais il sait qu'elle ne le croira pas facilement. Elle confirme que sans preuve tangible, elle l'arrêtera pour suspicion d'être un démon. Quand la capitaine tente de l'appréhender, il devient soudainement invisible, la laissant paniquer. Elle ordonne à ses chevaliers de fermer les frontières et de rechercher Alan partout. Pendant ce temps, Alan fut secouru grâce à Loli, qui le conduisit à un égout où Ina, Lisa et Noël l'attendaient. Ina est fâchée qu'il se soit mis en danger malgré son avertissement, mais il est perplexe quant à sa présence avec ses amis. Lisa explique qu'elle l'attendait lorsqu'Ina les a rejointes et a demandé à Loli de l'aider. Alan comprend tout et précise que, la capacité de Loli étant d'une nature particulière, le capitaine des chevaliers n'a pas réussi à la capturer. Il lui caresse affectueusement la tête pour la féliciter, puis propose qu'il quitte immédiatement l'Empire. Ina lui indique que toutes les frontières et les portes sont closes, rendant leur fuite impossible. Même les pouvoirs de Loli ne peuvent les aider, car les chevaliers seront sur leur garde cette fois. Alan se tourne alors vers Ina et suggère qu'elle pourrait peut-être les aider. Elle les emmène chez elle, où le majordome reconnaît Alan. Lui aussi reconnaît le majordome, Silas, qui servait autrefois sa famille avant d'être renvoyé par son père excentrique. Silas dit à Alan que Ina les a engagés, lui et tous ceux qui ont été remerciés par la famille, et elle est prise de court. Ils entrent ensuite, où Noël et Loli sautent sans cesse sur le canapé. Alan va droit au but et lui demande ce qui ne va pas avec l'Empire. Ina leur explique que l'empereur a été assassiné il y a plus d'1 an, et Lisa comprend pourquoi l'Empire ne les a pas attaqués. Noël demande à Ina s'il est approprié de révéler des informations aussi cruciales à des étrangers, et elle répond qu'elle a confiance en eux et qu'ils n'en abuseront pas. Ils regagnent leur chambre, et Ina rend visite à Alan dans la nuit. Il lui demande si elle soupçonne les démons d'être derrière l'assassinat, et elle acquiesce. Elle pense que seuls les démons ou Alan auraient pu contourner les gardes du roi pour le tuer, et il lui dit qu'elle le pourrait aussi. Ina affirme que cela ne lui apporterait rien. Alan demande alors depuis quand elle le surveille, car sinon elle n'aurait pas engagé le majordome et d'autres, et ne l'a pas rencontré immédiatement après son arrivée dans l'Empire.
Ina dit que ce n'était qu'une coïncidence et se retire dans sa chambre. Une fois sortie de la chambre d'Alan, elle est ravie d'avoir vu son sourire après ce qui lui a semblé une éternité. Dans leur vie passée, elle était à ses côtés comme disciple des dieux. Elle a vu Alan devenir triste à cause de la haine qu'il recevait de tous, et c'est pourquoi elle a décidé de se réincarner dans ce monde pour s'assurer qu'il y vive heureux. Ina veille sur Alan depuis toujours, et elle était heureuse qu'il ait rencontré des gens qui le rendent heureux, même si elle est jalouse de ne pas être parmi eux. Bientôt, le groupe d'Alan s'installe dans le château de Ina, mais Noël fait une crise de colère parce qu'elle s'ennuie. Elle veut voir les ateliers nains dont l'Empire est si réputé, mais Ina lui dit d'abandonner cette idée car la ville est actuellement sous haute surveillance. Cela porte un coup dur au moral de Noël, et elle commence à forger une lame invisible dans son imagination. Alan remarque que les chevaliers du loup noir ne le visent que lui, donc Noël devrait être en sécurité même si elle sort. Ina le confirme, et Noël est ravie. Le lendemain, elle et le jeune homme se rendent en ville, visitent plusieurs forges avant de goûter à la nourriture de rue. Noël remarque soudain qu'il y a beaucoup d'elfes, et qu'ils la regardent tous. Elle s'imagine qu'ils la trouvent mignonne et commence à rêver de leur signer des autographes. Cependant, comme il s'approche, le jeune homme intervient et éloigne Noël, la protégeant. De retour chez Ina, Noël est épuisée, mais heureuse de sa supposée popularité. Ina lui explique qu'elle est populaire auprès des elfes, mais pas pour les raisons qu'elle croit. Elle propose à Noël de la suivre pour lui révéler la vérité, et tout le groupe les accompagne. Ils arrivent dans une cour vide, où Ina utilise ses pouvoirs divins, et avec une lumière. Éclair de lumière, tous sont téléportés dans une forêt. Tout le monde est sonné, puis Ina leur explique que c'est la forêt des elfes, et que Noël pourra en apprendre davantage sur elle-même ici. Lisa fait remarquer qu'ils étaient au château il y a un instant, et Ina précise qu'ils sont au même endroit, mais dans une dimension différente. Elle se vante que la forêt des elfes est protégée par une puissante barrière car les elfes n'aiment pas les étrangers. Quiconque les visite a la mémoire effacée, mais Ina a la permission d'entrer librement dans la forêt. Alan est surpris que les elfes aient pu créer une barrière si forte qu'il ne l'a même pas détectée, et demande à Ina si elle y a participé d'une manière ou d'une autre. Elle avoue nerveusement qu'elle a joué un petit rôle, puis commence à guider le groupe à l'intérieur. Ils s'enfoncent dans la forêt, et Noël remarque qu'elle a le sentiment d'appartenir à cet endroit, mais qu'elle n'a aucun souvenir de ce lieu. Bientôt, ils se retrouvent entourés d'elfes. Alan reste vigilant tandis que les elfes approchent, mais il ne perçoit aucune intention hostile de leur part. Soudain, les elfes s'agenouillent, et Ina explique que c'est une réaction naturelle car leur souveraine est revenue. Les elfes accueillent leur souveraine au pays, et Noël balbutie en leur demandant s'ils parlent d'elle. Un elfe répond qu'ils l'attendent depuis longtemps, mais Noël ne comprend toujours pas ce qui se passe. Après qu'Ina ait confirmé qu'elle est bien la dernière elfe de sang royal, elle réalise enfin sa position. L'elfe précédent se présente comme Percival, représentant du roi, et souhaite à nouveau la bienvenue à Noël et à ses amis dans la forêt. Il les invite à leur campement, composé de maisons dans les arbres. Les elfes utilisent des meubles humains et jouent aux échecs, ce qui surprend Alan et les autres. Percival s'apprête à expliquer que Ina a apporté tout cela, mais elle le fait taire. Bientôt, deux jeunes chèvres arrivent en courant vers Noël et lui offrent des glands qu'elles ont ramassés. Elle en prend un de chaque, et les chèvres promettent de lui apporter des choses encore plus étonnantes demain. Percival dit aux chèvres de dégager, et demande même à celui qui se cache derrière les arbres de sortir. Le garçon, Phil, sort de sa cachette, et Percival lui dit de s'en aller car leur dirigeante est occupée. Noël dit qu'elle a le temps de lui parler, mais Percival n'est pas d'accord. Phil se plaint que les autres enfants ont pu parler à la dirigeante même s'ils sont désagréables. Percival le réprimande vivement pour ses propos blessants, et le garçon s'enfuit en pleurant. Noël est curieuse de savoir ce qu'il entendait par « désagréable », mais Percival dit que ce n'était rien et commence à conduire le groupe à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le monde humain, la capitaine Lazy, qui s'était disputée avec Alan plus tôt, sort discrètement d'un bâtiment. Elle est accueillie par son subordonné Oswald, qu'elle a envoyé en mission pour trouver la forêt des elfes. Il rapporte son échec, et Lazy le réprimande pour son comportement belliqueux et brutal. Il lui rend son insultant, et elle pose son épée sur son cou. Oswald s'en moque et retourne à sa mission. De retour dans la forêt des elfes, une fête bat son plein, Noël étant au centre de l'attention. Percival s'assoit à côté d'Alan et évoque l'étrangeté de la période vécue par les elfes sans leur souverain. Il explique que si les elfes ne servent pas leurs dirigeants, ils ne peuvent ni grandir ni avoir d'enfants. Percival attribue à Ina le mérite d'avoir apporté de l'espoir aux elfes, en lui parlant de Noël. Non seulement cela, mais Ina a aussi pris l'initiative de faire découvrir d'autres cultures aux elfes reclus. Elle leur a apporté des objets humains, et les elfes ont ainsi mieux compris les humains. Grâce à cela, de nombreux elfes visitent librement le monde humain.
Alan demande si Ina est aussi celle qui a amené les enfants cornus au village. Il sait qu'il s'agit d'enfants démons, mais assure Percival qu'il ne nourrit aucun. Point une haine des démons au cœur. Cependant, il est curieux de voir comment les démons, haïs partout dans le monde, vivent paisiblement avec les elfes timides. Percival explique qu'il y a 3 ans, Ina leur a soudainement demandé de s'occuper des 2 enfants démons orphelins. La plupart des elfes n'étaient pas favorables à cela, mais Ina leur a dit qu'en vivant aux côtés d'autres races, ils grandiraient même sans leur roi. C'est pourquoi tout le monde a accepté de laisser les enfants démons rester ici, mais la plupart ne les acceptent toujours pas. Plus tard, Noël est épuisée par toute l'attention indésirable qu'elle a reçue, et elle n'est pas contente du manque de considération des elfes lorsqu'ils ont essayé de la convaincre. Loli lui demande nerveusement si elle va vraiment devenir la souveraine des elfes, et elle répond qu'elle n'en a aucune idée pour le moment. Voyant l'atmosphère devenir trop morose, Alan suggère qu'il devrait se reposer maintenant, mais fait signe à Ina de le rejoindre plus tard. Noël reste seule dans le salon, se questionnant sur sa décision. Elle a réalisé l'ambition de sa mentor Vanessa en forgeant l'épée ultime, et maintenant, elle n'a plus de but personnel. Accablée par sa confusion, Noël décide de se promener à l'air frais. Alors qu'elle contemple la lune, Alan la surveille depuis la fenêtre. À ce moment-là, Ina le rejoint et lui demande si son geste précédent visait à l'appeler dans sa chambre. Elle lui demande d'être tendre avec elle car c'est une première pour elle, et en faisant un petit caprice pour obtenir un baiser, Alan lui dit qu'elle peut partir, qu'il en a fini avec elle. Ina est furieuse et le somme de lui expliquer pourquoi il l'a manipulée. Après s'être calmée, elle lui demande ce qu'il veut. Alan dit qu'il veut en savoir plus sur les enfants démons. Ina maudit d'abord Percival pour avoir été si imprudent, puis explique à Alan qu'il ignore encore certaines choses sur les démons. Tout d'abord, les démons ne constituent pas une race à part. Lorsqu'une personne est submergée par la haine envers autrui et souhaite la mort de tous les autres, la volonté du monde la reconnaît comme un démon. Cependant, les enfants démons sont des exceptions, car ils naissent de parents démons qui les abandonnent presque toujours. Ils sont haïs et pourchassés dès leur naissance, et c'est pourquoi leur haine et leurs attributs démoniaques se développent. Les enfants démons tuent pour survivre et devenir plus forts, perpétuant un cycle de haine. Ina dit qu'elle a trouvé les 2 enfants alors qu'ils étaient poursuivis par des humains, et qu'elle ne pouvait pas les laisser à leur sort, alors elle les a secourus. Alan lui sourit et remarque que c'est exactement ce qu'il pensait qu'elle ferait. Le lendemain, Percival conduit Noël et ses amis à un lac mystique au cœur de la forêt. Noël semble ailleurs, et Ina lui demande si elle est trop préoccupée par une décision à prendre. Elle lui demande de ne pas se laisser culpabiliser pour devenir la souveraine des elfes, car ils cherchent à vivre par eux-mêmes. À ce moment-là, les 2 enfants démons arrivent et offrent à Noël une pierre scintillante comme il l'avait promis. Elle les remercie, et Ina remarque alors que c'est une pierre spirituelle, une cristallisation de le pouvoir elfique, ingrédient précieux en alchimie. Soudain, Phil arrive et lance la pierre spirituelle. Il ordonne aux enfants démons de s'éloigner de leurs dirigeants, et ils se mettent à pleurer. Alors que Noël tente de les réconforter, Percival réprimande vivement cet individu, qui s'enfuit. Alan comprend que les elfes détestent profondément les démons, et Ina répond que non seulement les elfes, mais même quelqu'un d'aussi gentil que Lisa a du mal à approcher les enfants. Ina s'en va ensuite et trouve Phil en larmes dans les rues de la cité humaine. Elle lui fait remarquer sa brutalité précédente, et il répond qu'il ne supportait pas que les démons s'approchent des dirigeants. Ina lui demande si les démons lui ont déjà fait du mal, ce qu'il nie. Elle s'assoit à côté de lui et lui explique que les enfants démons ressentent la même chose à l'égard du dirigeant que lui. Elle lui conseille de se lier d'amitié avec eux, et de les traiter avec gentillesse car ils sont plus jeunes que lui. Elle s'éloigne, lui conseillant de rentrer chez lui bientôt. Phil comprend qu'il doit accepter les exigences des enfants démons, mais dès qu'il se lève, il trouve le chevalier brutal Oswald devant lui. Il tente de s'enfuir, mais Oswald le saisit par le cou puis dégaine son épée, demandant à Phil de lui indiquer le chemin de la forêt elfique. Pendant ce temps, au village des elfes, une grande fête est organisée en l'honneur de leur souveraine. Alors que tous sont émerveillés par l'hospitalité des elfes et s'amusent, Noël a l'air sombre pour une raison inconnue. Ina demande à Alan si Noël va bien, car elle semble accablée par la perspective de devenir souveraine. Alan, la bouche pleine, répond que quiconque à sa place perdrait aussi l'appétit. Ina veut aider Noël, mais Alan rétorque que c'est une décision qu'elle doit prendre elle-même. Cependant, leurs inquiétudes sont complètement infondées, car la seule raison pour laquelle Noël ne s'intéresse pas à la nourriture est qu'elle souhaite manger de la viande et non des fruits et légumes. Plus tard, Ina décide de prendre congé et confie à Percival le soin de faire visiter les lieux aux invités. Percival lui dit qu'elle n'a pas besoin de sortir elle-même pour chercher la personne disparue, mais elle l'assure qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle aussi, que cela ne posera donc aucun problème. Elle s'en va, et Alan demande à Percival si quelque chose ne va pas.
Il répond que le garçon nommé Phil a quitté la forêt et n'est pas encore revenu. En ville, Ina cherche Phil dans les rues, mais elle est incapable de le trouver. D'un autre côté, Alan et ses amis sont retournés au village elfique, et ils remarquent que les elfes sont vraiment insouciants. Lolly regarde autour d'elle et dit qu'ils semblent plus paresseux qu'insouciants. Percival répond que le mot « travailleur » ne convient pas bien aux elfes, car ils vivent trop longtemps et grandissent trop lentement. Leur perception du temps est également différente des autres races. C'est pourquoi le travail acharné devient infiniment moins gratifiant pour eux. Lolly demande à Percival comment les elfes se procurent de la nourriture s'ils ne travaillent pas, et ils se contentent de tendre. Une main et une pomme apparaissent. Alan est curieux de connaître le secret de ce tour, et il explique que chaque fois qu'il le souhaite, la forêt partage ses abondants produits avec eux, parce que les elfes font partie de la forêt. Ni Lisa ni Noël ne comprennent parfaitement ce concept, mais Alan utilise ses yeux magiques pour constater que les elfes et la forêt ont la même signature énergétique, et Percival est impressionné par lui. Après avoir expliqué plus en détail le lien entre la forêt et les elfes, Percival demande à Noël ce qu'elle pense de la forêt. Elle répond qu'elle est agréable et paisible, mais qu'il lui manque quelque chose. Alan intervient soudainement et demande à Percival s'il peut aussi vivre dans la forêt. Il dit à Lisa qu'il a toujours eu l'intention de trouver un endroit paisible où vivre, et qu'il ne peut rien y avoir de mieux. Percival répond que pour vivre ici, Alan devrait prouver qu'il est l'un des leurs, et qu'il ne peut même pas lui dire comment faire, car c'est la forêt qui décide de tout. Alan dit qu'il souhaite vraiment rester au village, et Percival s'excuse car il ne peut enfreindre les règles pour personne. Noël l'interroge alors sur les enfants démons, et il répond qu'il s'en occupe juste temporairement. Il pense qu'une fois qu'ils auront grandi un peu, les enfants partiront. Alan trouve une faille dans la loi, et demande à Percival s'il peut lui aussi rester au village pour un court moment. Il pense que ce serait acceptable, puis Alan lui demande quelle est leur définition de « court moment ». Percival répond qu'il s'agirait d'une centaine d'années, et Lisa panique en entendant cela. Soudain, le vent se lève et Percival reçoit un message de la forêt. Alan est curieux, et Percival lui dit qu'ils ont un visiteur, mais c'est quelqu'un que la forêt ne reconnaît pas. Lolly demande si c'est quelqu'un de suspect, mais il lui dit de ne pas être nerveuse car beaucoup de personnes de l'Empire peuvent entrer dans leur forêt légalement. Il présente ensuite ses excuses à Noël, en déclarant qu'il doit interrompre leur visite, car il doit recevoir son invité. Noël lui dit qu'elle n'a aucun problème, et Percival s'en va. Ensuite, Alan propose de retourner au village, mais Noël souhaite explorer la forêt. Cependant, il fait remarquer qu'il serait regrettable de croiser quelqu'un de l'Empire, et elle comprend. Ils retournent à leur logement et Noël joue aux échecs avec Lolly, qui a ses propres règles. Entre-temps, Lisa demande à Alan s'il a vraiment l'intention de rester dans la forêt, et il répond qu'il y réfléchit sérieusement. Cela la rend jalouse, et elle fait la moue en disant que bien sûr il veut rester ici parce que sa chère Ina est là. Alan comprend sa jalousie, mais lui assure que sa relation avec Ina n'est pas ce qu'elle croit. Lisa n'est pas satisfaite de cette réponse et lui demande des détails, et il répond nerveusement que c'est difficile à expliquer. Il dit que c'est comme s'il était lié à Ina par le destin, ce qui donne à Lisa de nouvelles idées fausses. D'un autre côté, Ina rentre dans son manoir où elle trouve Lysith, la capitaine des Chevaliers Loup Noir, qui l'attend. Ina lui demande ce qu'elle fait là, et Lysith répond qu'elles ont reçu des informations selon lesquelles elle cacherait un suspect impliqué dans l'affaire de l'assassinat de l'empereur. Ina garde son calme et dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont Lysith parle, et demande qui lui a rapporté ces rumeurs. Lysith répond que c'était une intuition, car elle a trouvé le suspect en ville il y a quelques jours, mais il s'est échappé. Cependant, il n'a pas traversé la frontière, et il n'y a aucune piste qui mène à lui. Elle déclare que la seule personne capable d'avoir facilité cela est Ina, et sur ces mots, les chevaliers investissent sa maison. Ils commencent à fouiller la maison à la recherche du suspect ou d'indices. Lysith dit qu'ils ne trouveront peut-être rien ici, mais elle pense que le suspect se cache dans la forêt des elfes, et que Ina s'y rend souvent. Ina est nerveuse en entendant cela. Pendant ce temps, le vice-capitaine des chevaliers a rejoint la forêt avec Phil, et il prévoit de. La situation est difficile actuellement. Bientôt Percival arrive pour accueillir l'invité, mais en voyant Phil apeuré, il comprend que cet homme a utilisé le garçon pour accéder à l'endroit. Le chevalier Oswald, crachant une pomme qu'il mangeait, se tourne vers Percival en lui demandant s'il est le responsable. Percival le reconnaît comme l'un des chevaliers du Loup Noir dont Ina l'avait mis en garde. Elle lui avait expliqué que les chevaliers du Loup Noir disposaient de pouvoirs exceptionnels et pouvaient agir sans justification ni rendre de compte. Percival se présente à Oswald et lui demande l'objet de sa visite. Oswald déclare que les chevaliers soupçonnent les elfes d'abriter un criminel. Percival répond qu'il ignore de qui il parle, mais Oswald, abusant de son autorité, s'emporte et crie que si le coupable est ici. Il saisit le col de Percival lorsque celui-ci tente de raisonner.
Mais soudain, les enfants démons arrivent. Ils pensent qu'Oswald est un invité et lui offrent des fruits. Il les reconnaît alors comme des démons. Percival tente de les protéger, mais le chevalier le repousse violemment et rit, déclarant qu'il cherchait un criminel mais a trouvé des démons à la place. Percival le supplie de ne rien faire aux enfants, mais Oswald claque des doigts et provoque une énorme explosion. Nul la ressent grâce à son lien avec la forêt, puis sort les pierres spirituelles que les enfants démons lui ont données. Les pierres brillent, et Nul pense que les enfants pourraient être en danger. Alan lui demande ce qui s'est passé, et elle lui raconte qu'une scène vient de lui traverser l'esprit. Elle a vu les chevaliers du loup noir s'attaquer aux jeunes démons. Elle déclare que c'est impardonnable et se précipite à leur secours. Loli la rejoint, laissant Alan seul, songeant à son désir passé de sauver tout le monde, mais réalisant que tous ne souhaitaient pas son aide, ce qui lui a laissé une profonde blessure. Soudain, Lisa le sort de ses pensées, et il décide de rejoindre Nul. Dans la forêt, Percival protégea les enfants de l'explosion grâce à une barrière, et demanda à Oswald de partir car les enfants sont innocents. Cela ne le touche pas, car il considère leur naissance démoniaque comme leur plus grand péché. Percival dit aux enfants de rester derrière lui, et tente d'attaquer Oswald avec sa barrière. Oswald rit en reculant, et décide de le tester. Il claque des doigts et fait exploser l'arbre derrière Percival, le projetant au sol. Percival est vaincu, et Oswald s'apprête à les maîtriser. Phil s'interpose pour protéger les enfants, et Oswald décide de s'occuper de lui en premier. Avant qu'il ne puisse frapper, un coup de marteau le frappe à l'arrière du crâne, et il se retourne pour voir Nul. Tout le monde l'appelle la reine, Oswald comprend qu'elle est leur chef, mais Nul insiste sur le fait qu'elle est seulement forgeronne. Elle ordonne au chevalier de quitter la forêt, et il décide de s'occuper d'elle aussi. Il claque des doigts pour faire exploser un arbre près d'elle, mais Lully remarque son stratagème à temps et met Nul en sécurité. Oswald continue à claquer des doigts pour provoquer des explosions, et Lully et Nul ne peuvent que fuir, se plaignant qu'Alan met trop de temps. D'un autre côté, Percival, craignant pour la sécurité de Nul, matérialise une épée par magie et se rue sur Oswald. Le chevalier est trop rapide pour lui, il esquive facilement son attaque avant de le repousser d'un coup de pied. Il s'apprête à frapper Percival, mais Alan arrive et bloque son épée. Il grommelle que, juste au moment où il a trouvé l'endroit le plus paisible pour vivre, des imprudents viennent le perturber, avant d'écarter Oswald d'un geste. Le chevalier lui demande de se présenter, et Alan répond que révéler son nom prendrait plus de temps que le combat lui-même. Oswald ne tolère pas l'insulte et tente de l'attaquer, mais Alan utilise ses yeux magiques pour neutraliser son pouvoir. Il décide alors de cibler Nul et tend une chaîne invisible entre sa main. Et elle, il craque et lance une flamme en sa direction, mais Alan l'intercepte. Oswald est stupéfait car Alan voit à travers sa capacité, mais il crie que le combat n'est pas terminé. Il dégaine son épée et se précipite furieusement sur lui, mais Alan apparaît instantanément derrière lui. Avant de le punir, il demande au chevalier pourquoi il tentait de tuer les deux garçons. Celui-ci répond qu'il n'a besoin d'aucune raison pour tuer des démons, et attaque Alan, qui esquive et riposte, terminant le combat rapidement. Plus tard, Lisa soigne Phil, et il va jouer avec les enfants démons qui sont devenus ses amis. Lisa dit ensuite à Alan qu'elle était très heureuse qu'il ait sauvé les enfants démons. Elle parle de la façon dont les enfants naissent sans péché, quelle que soit leur race, et il la remercie pour ses paroles aimables. Entre-temps, Loli surveille Oswald inconscient, et Nul se demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Elle pense que vaincre un chevalier équivaut à déclarer la guerre à l'Empire, et Alan remarque que Ina va leur faire la leçon comme une vieille grand-mère lorsqu'elle apprendra cela. Par hasard, Ina arrive à ce moment-là, et tout le monde panique en essayant de lui expliquer la situation. Elle soupire avant de réprimander Alan comme il l'avait prédit, puis dit qu'elle s'occupera des conséquences. Elle a aussi de bonnes nouvelles pour tout le monde car les routes menant hors de la ville ont enfin été rouvertes. Elle dit à tout le monde de rentrer vite chez soi, mais Alan semble surpris par cette nouvelle. Plus tard, Percival fait ses adieux à Nul, lui demandant si elle est sûre de ne pas vouloir vivre dans la forêt avec les autres elfes. Elle répond qu'il y a tellement de choses qu'elle ignore sur le fait d'être une dirigeante. Nul dit que si elle continue à voyager avec ses amis, elle verra le monde et sera plus apte à devenir une dirigeante. Percival dit qu'ils l'attendront toujours, puis Nul et ses amis font leurs adieux à tout le monde, promettant de revenir un jour. Cependant, ils ignorent les ennuis qui guettent maintenant Ina. Elle a été interpellée pour suspicion d'assassinat de l'empereur, suite à un accord passé avec Lisey pour assurer la sécurité d'Alan. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour la partie 10, et découvrez ce tout nouvel animé sur un loser qui se réincarne en prince au pouvoir divin.